Bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau service lancé à re:Invent en 2022 qui est un hub central pour les développeurs que vous êtes. C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci de vous connecter, de télécharger le podcast AWS en français sur une des nombreuses plateformes sur lesquelles nous sommes présents. Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Vous êtes nombreux à nous écouter sur le web aussi, sur les différentes pages web où le podcast est publié. Ce qui m'étonne toujours, c'est plus confortable de télécharger sur son téléphone et puis d'écouter en voiture ou quand vous faites votre jogging. Certains m'ont dit qu'ils écoutaient sous la douche aussi. Si vous êtes sous la douche, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un outil pour les développeurs, pour les builders qui s'appelle Code Catalyst. C'est un nouveau service qui a été lancé à la conférence re:Invent 2022, donc novembre-décembre 2022. Et pour en parler, je n'ai pas un, mais deux invités. Olivier Jacques et Vincent Pommier. Messieurs, vous êtes consultants de ProServe tous les deux. ProServe, c'est Professional Services. C'est le bras consulting d'AWS. Vous êtes les personnes qu'on envoie chez nos clients pour participer à leur projet. Dites-moi, Code Catalyst, c'est quoi ? Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Code Catalyst, c'est un nouveau service qui permet pour les développeurs et les builders en fait, de gérer un backlog d'issues, de gérer du code avec des repositories Git, des dépôts Git, des environnements de développement containerisé, on va en parler, des workflows pour la CI et la CD, donc pouvoir builder, construire et puis déployer les services dans AWS. Et puis voilà, avoir vraiment un hub et un environnement complet disponible de bout en bout pour que vous n'ayez pas à mettre en place tout ça vous-même. Oui, en fait, ça fait tout ce que j'aime pas quand on commence un nouveau projet. En tant que développeur, moi, j'aime bien démarrer mon éditeur de code, taper quelques idées. Puis quand j'ai du code qui commence à marcher et que je veux montrer ou partager avec les autres, il faut se dire, il faut le publier quelque part, il faut mettre un README, faire une licence, ok. Il faut aussi un système pour traquer les issues qui vont être reportés par les utilisateurs. Il faut un système de build avec GitLab, GitHub Runner, peu importe, pour mettre tout ça en place. Et donc, c'est ça que ça va créer pour moi. J'ai bien compris. Ça va créer cet environnement de développement multi-développeurs pour collaborer avec des gens sur le projet. C'est exactement ça. Donc, tu vas non seulement pouvoir utiliser tous ces outils parce qu'on va le gérer pour toi. AWS va le gérer pour toi, et aussi au-dessus de ces outils, exactement comme tu l'as dit, on a besoin d'un README, on a besoin de créer certainement un schéma d'architecture qui explique ce qu'on va développer et déployer. Et grâce à quelque chose qui est au-dessus je le mets au-dessus de Code Catalyst, mais ça fait partie du service qu'on appelle les blueprints. C'est-à-dire ce sont des modèles de référence pour certains types d'applications. Donc on en reparlera aujourd'hui. Il y a 14 blueprints qui sont disponibles. Un exemple, ça serait un projet de type Amplify, ou alors une single page application, ou alors une API RESTful avec un microservice en Python. Et donc Code Catalyst va te poser la base pour tout ça. Donc un petit peu de code, un petit peu de workflow pour faire la CI et faire la CD. Et puis aussi, il y aura un README avec l'architecture qui correspond à ça. Ouais, en fait, c'est un template de projet qui me permet de démarrer mon projet beaucoup plus rapide. On va rentrer dans les détails des blueprints, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que c'est un élément différenciateur, je pense, de Code Catalyst par rapport à d'autres services similaires qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse Alors, quand je dis qui, on l'a dit, c'est les développeurs, c'est les gens plutôt techniques, ceux qui ont besoin d'un pipeline de CI, qui ont besoin d'un repository Git. Mais pour quel genre d'entreprise, pour quelle taille de projet ? Alors aujourd'hui, Code Catalyst, on va plutôt regarder à mettre ça en place pour des utilisateurs, des projets qui ont besoin d'être extrêmement collaboratifs. Donc bien sûr des projets de start-up ou de PME, mais aussi des projets où par exemple il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup dans Code Catalyst qui est tu mets en place ton environnement, donc tu vas rajouter des utilisateurs avec différents rôles, et tu vas aussi pouvoir très facilement inviter quelqu'un à se joindre à ton projet, et donc l'avoir comme collaborateur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant dans beaucoup de cas, y compris un cas qu'on voit chez nos clients. Beaucoup, c'est où en fait on a
potentiellement des indépendants qui peuvent se rejoindre à la fête du développement et contribuer sur le projet. Et là, inviter quelqu'un, par exemple, sur Code Catalyst dans ton projet, c'est quelque chose de très facile. Alors, on va parler dans une minute des différentes briques. On en a déjà mentionné plein, mais aller dans plus de détails pour chacune d'entre elles. Mais si on se base sur l'expérience développeur, le flux traditionnel, si je veux commencer, je vais où? Je fais quoi? J'ai besoin de quoi? C'est quoi les prérequis? Ouais. Vincent, Oui. peut-être? Alors, tout d'abord, il va falloir créer son compte, avoir une identité Builder ID. Donc, on n'a pas besoin, au premier abord, d'avoir un compte Amazon. On crée. C'est intéressant ce que tu dis là, et je me permets de t'interrompre parce que c'est nouveau, les Builder ID aussi, ça a été lancé à peu près en même temps que Code Catalyst. C'est pas fait que pour Code Catalyst. Est-ce qu'un de vous deux peut m'expliquer c'est quoi ces Builder ID? Parce que j'en ai parlé 2-3 fois en public déjà cette semaine. On enregistre ce podcast ce vendredi, donc la semaine se termine. Et chaque fois, les gens connaissaient pas, et c'est normal, c'est tout nouveau, et j'avais plein de questions. Donc c'est quoi un Builder ID? Je peux répondre à ça. Je vais plutôt partir déjà de comment on faisait avant Code Catalyst en fait. Donc si par exemple on voulait créer ses repositories ou son pipeline de CI/CD côté Amazon, il fallait s'inscrire dans un compte Amazon. Donc ça veut dire avoir une identité pour l'utilisateur à même d'avoir les permissions nécessaires pour pouvoir soit voir le pipeline ou même éventuellement le créer. Et ces identités-là, dans les comptes Amazon, ne se réfèrent pas forcément à vraiment un utilisateur. Ça peut être un rôle que l'on assume ou avoir ce qu'on appelle un service compte, un utilisateur IAM qui ne réfère pas forcément par rapport à l'utilisateur lui-même. Parce que des fois, dans de grandes entreprises, l'utilisateur il va se connecter à un identity provider qui est un annuaire central dans son entreprise, et puis de là, il va pouvoir assumer un rôle et se connecter au compte. Et donc ça, c'est quelque chose qui rendait finalement, même de prime abord, le fait de vouloir créer des pipelines et des repositories quelque chose de complexe. Là, l'approche qui a été choisie dans Code Catalyst, c'est de se créer un compte qui sera finalement enregistré dans l'annuaire de Code Catalyst. Et à ce moment-là, ça sera notre identité, c'est-à-dire l'utilisateur Vincent va pouvoir se connecter à Code Catalyst et au projet auquel il a accès. Si bien que si un jour il quitte l'entreprise, il pourra toujours se connecter avec l'identité qu'il a créée au départ, mais c'est juste qu'il aura accès à d'autres projets, d'autres repositories, car il ne sera plus dans l'entreprise. Mais son identité, il pourra la garder. C'est enfin un compte utilisateur chez Amazon, chez AWS je devrais dire, qui est attaché à la personne et pas au compte AWS. C'est moi. Et moi, au courant de ma vie, je peux avoir différents employeurs, j'aurai accès à différents comptes AWS de différents employeurs, mon compte AWS perso aussi. On va pouvoir également mieux vous suivre en manière de training et de certification, parce que les trainings, ce sont les vôtres, pas ceux de vos employeurs, c'est vos certifications, pas ceux de vos employeurs. Et tout ça pour être attaché à votre personne qui n'est plus liée à un compte. Donc on sépare un peu le concept de personne et de compte AWS, ce qui a beaucoup de sens, hein, vous l'avez dit, comme dans les grandes entreprises, il y a des dizaines de comptes AWS et on doit y mettre différentes personnes en fonction des rôles qu'ils ont. Donc ce concept de Builder ID, il a été lancé à peu près en même temps que Code Catalyst. Je crois qu'il n'y a que Code Catalyst qui l'utilise. Non, je l'ai vu dans AWS SSO aussi. Enfin, le nouveau nom, Single Sign-On. Alors, je connais au moins 2 autres fonctionnalités AWS qui l'utilisent. Une autre, c'est Amazon Code Whisperer, qui permet de suggérer du code au fur et à mesure qu'on code dans son IDE favori. Et puis l'autre endroit où on peut utiliser l'AWS Builder ID, c'est dans Riposte, qui est le forum d'entraide des utilisateurs, où on se connecte aussi avec sa Builder ID. Ouais, je vais le dire en une phrase, je suis désolé s'il y a des gens de marketing qui nous écoutent, mais ça permet de simplifier, c'est le Stack Overflow de AWS, c'est là que vous pouvez poser vos questions, les upvoter, les downvoter, répondre aux questions des utilisateurs aussi, et là aussi ça a du sens d'attacher une question à une personne et pas à un compte AWS, et il y a encore une caractéristique du Builder ID que j'aime beaucoup, il ne faut pas de carte de crédit pour créer un Builder ID, donc je peux créer mon identité, juste donner une adresse email valide ou un numéro de téléphone, et c'est tout, j'ai pas besoin de numéro de carte de crédit. Ok, merci. On referme la parenthèse sur Builder ID. On pourrait peut-être faire un podcast entier sur Builder ID plus tard. Mais donc, le premier step, c'est quand je veux me connecter sur Code Catalyst, j'ai besoin d'un Builder ID, je dois créer mon identité. Et je vais où? Je vais sur la console AWS ou où est-ce que je démarre? On peut démarrer même de Code Catalyst en fait. C'est-à-dire qu'on peut suivre le process de création de compte parce que si tout simplement on n'en a pas un, on peut faire un sign-up tout simplement.
En fait, Code Catalyst a son site web à lui, c'est codecatalyst.aws en dehors de la console. Et donc, il ne faut pas de compte AWS pour démarrer avec Code Catalyst, si je suis bien l'explication d'avant. C'est plus compliqué que des ça. Builder ID. Pour démarrer, j'ai dit. Alors, si, pour démarrer, en réalité, il faudra un compte Amazon, même si après, par la suite, on ne déploie pas de ressources Amazon, tout simplement parce que Code Catalyst est certes en partie gratuit, mais il est aussi payant. Et donc, simplement pour des questions de facturation, le compte Amazon qu'on va renseigner servira pour la facturation. Voilà. Donc, on va pouvoir créer son Builder. Donc, je reviens à ma question originale. Je veux commencer, je vais sur codecatalyst.aws, je crée mon identité, et puis ensuite, il va falloir créer un space. Et donc, ce space-là, en fait, si on veut, il y a 3 notions dans Code Catalyst. Il y a le space, il y a le projet, et après, il y a éventuellement le repo. Et ensuite des workspaces, etc. Mais le space, en fait, ça va être plutôt quelque chose qui va fédérer l'ensemble des projets de l'entreprise. Donc, si par exemple je crée une startup, je vais éventuellement nommer mon space par rapport au nom de la startup. Si par contre j'ai une entité plus complexe, où je vais avoir vraiment plusieurs équipes, différents silos organisationnels, peut-être qu'à ce moment-là, le space servira à ça aussi. Donc, vraiment, le space va fédérer un ensemble de projets pour au sein d'une organisation. Ensuite, on va avoir... Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir renseigner les comptes Amazon auxquels on a envie de se lier. Et notamment, il y a une étape obligatoire qu'il faut lier un compte Amazon pour pouvoir configurer la facturation. Et ce, même si on utilise un plan free. C'est-à-dire qu'on peut continuer avec Code Catalyst par la suite en mode gratuit, mais c'est juste que si à un moment donné, pour X raison, il va falloir passer au mode payant, on sera déjà lié au compte Amazon pour cela. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est nouveau chez AWS aussi comme concept. À un moment, il faut associer son identité qui en est avec un compte AWS où on va vraiment déployer Même des un services. Ou plusieurs comptes d'ailleurs, en plus, ce qui va faciliter vraiment la communication avec les différents comptes Amazon et notamment, on le verra par la suite, nos différents environnements, soit de développement ou de production. Donc, tu disais, il y a 3 niveaux. Space, donc c'est lié à l'organisation. Par exemple, ma startup, par exemple, mon département d'entreprise. Donc, c'est un groupe de projets. Et puis ensuite, je crée un projet. Oui, voilà, c'est ça. Je crée un projet. Et donc, là aussi, pareil, faut pas forcément faire le raccourci, un projet égale un repo. Non, justement, là, Code Catalyst inclut la possibilité de se dire, un projet, c'est peut-être un ensemble de repos. D'ailleurs, on le verra quand on détaillera les blueprints, mais il y a des blueprints, par exemple, qui peuvent instancier une application 3 tiers, par exemple, avec un front, un back-end et puis une base de données. Et en fin de compte, on va avoir un repository de code pour l'application, pour son API, et puis un repository pour l'infra, par exemple. Et donc du coup, c'est pour ça que vraiment cette notion de projet n'implique pas forcément un lien direct avec un seul repo. On peut en avoir plusieurs parce que c'est ce qui va donner la liberté aux builders de pouvoir mieux structurer en fait l'organisation de leur projet. D'accord. Et dans un projet, je vais retrouver quoi ? Alors, on va retrouver un ou plusieurs repositories. On va donc des repos Git, on est des users auxquels on va pouvoir rattacher ces projets, des workflows, donc c'est-à-dire la représentation de nos pipelines de déploiement, des environnements, c'est-à-dire que dès lors qu'on effectue un déploiement sur un compte Amazon cible, on va pouvoir dire si ce compte représente un compte de dev ou un compte de prod, et des environnements de développement, comme l'a dit Olivier, qui seront conteneurisés, qu'on va pouvoir instancier, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir se dire, dès lors que je souhaite contribuer à un projet, si ma machine, ma workstation n'est pas forcément prête à pouvoir contribuer sur le projet, je vais pouvoir instancier une workstation dans le cloud pour pouvoir participer pour contribuer au projet avec tous les outils nécessaires pour le faire. Alors, rentrons dans les détails justement. Code repo, il y a le guide repo de Code Catalyst, mais je me doute que je peux me brancher sur des repos externes que j'ai déjà aussi. Ouais, c'est ça. En fait, donc il y a effectivement cette notion de fournisseur tiers.
avec Code Mhm. Catalyst. Donc aujourd'hui, par exemple, pour les repos, on peut créer un projet et puis dire, ben, finalement, le code, je vais pas l'héberger dans Code Catalyst, alors que c'est possible. On peut mettre, Code Mhm. Catalyst peut fournir des repos Git, mais on peut dire, bah, mon code, il est dans GitHub. Et donc, finalement, dans notre projet, avoir X repos qui sont fournis par GitHub. Donc ça, c'est fourni. Et dans ce cas-là, c'est une synchronisation. Ça veut dire s'il y a une pull request qui arrive sur GitHub, je la vois dans Code Catalyst. Si je fais un commit dans Code Catalyst, ça arrive sur. Ça marche comment? C'est vraiment le repo tel qu'il existe dans GitHub. Donc, il n'y a pas de. Enfin, Il n'y a pas de c'est pas une synchro. Ouais. synchronisation. Mhm. Il y a pas de. Ouais. Heureusement, parce que D'accord. Il l'utilise vraiment. Oui, oui, sinon ça serait difficile à gérer, et un j'imagine. autre exemple sur et comment Vincent l'a mentionné, Mhm. mais il y a aussi donc cet aspect issue tracking qui permet de gérer son backlog. On l'a peut-être pas forcément très mentionné, mais Mhm. un autre exemple de Oui, c'est fournisseur vrai. tiers, c'est par exemple Jira. Donc de la même façon qu'on peut avoir les issues directement, enfin hébergées par Code Catalyst et les gérer dans Code Catalyst, on peut aussi avoir une vue sur des issues qui sont dans Jira, donc qui est un outil très populaire d'Atlassian. Oui, bien sûr. Et donc, ça permet de ne pas avoir à, notamment, autant le code bouger un repo Git, c'est pas forcément très compliqué, on peut garder tout l'historique. Mhm. Autant bouger Ouais. des issues, c'est un peu plus délicat. Donc, ça permet d'avoir une vue sur les issues directement dans le code Catalyst, même s'ils sont hébergés dans un autre fournisseur. Donc on a les issues, le code interne à Code Catalyst ou externe lié à quelqu'un d'autre, et les issues, même chose, avec Jira pour le moment, je suppose qu'il y en aura d'autres par la suite. Et alors je voulais en venir sur les dev environment, comment ça marche. Donc je peux créer un environnement de dev dans Code Catalyst. Oui, tout à fait. Explique-moi Donc, ça. alors, il y a, si l'utilisateur ne souhaite pas, dans un premier temps, vraiment trop rentrer dans les détails de comment configurer ça, le customiser à sa manière, il peut Mhm. instancier en fait des environnements dev par défaut dans son projet. Donc simplement, il va sélectionner depuis la console, tiens, là j'ai besoin de lancer un environnement de développement. Il peut le faire aussi depuis un plugin de son IDE. Moi, par exemple, j'ai fait ça Mhm. dans VS Code. Je peux aussi lancer un environnement dev depuis VS Code. Mais voilà, il peut le lancer. Et donc, dès lors, il va pouvoir s'y connecter. Donc, il va pouvoir se connecter à cet environnement de dev par le biais de son IDE. Et pour le moment, on s'intègre avec donc Cloud9, l'IDE Cloud9, VS Mhm. Code et la suite JetBrains. Donc, D'accord. Et dans ces cas-là, l'IDE, j'essaie de comprendre comment ça marche. Il tourne dans une machine virtuelle au sein du service Code Catalyst ou c'est mon IDE que je dois avoir installé en local chez moi? ça Ou sera les ton deux? IDE en local. En tout cas, pour la partie JetBrains D'accord. et VS Code, ça sera ton IDE en local. Et en fait, tu vas connecter en fait, ton IDE à l'environnement cloud qui a été instancié. Comme si ton IDE, c'était le client et D'accord. l'environnement cloud, c'est le serveur. Et donc, du coup, tu vas connecter cette fenêtre à l'environnement serveur. Et quand tu vas, par exemple, ouvrir un terminal, bah, tu vas pouvoir voir les outils qui sont installés à l'intérieur de cet environnement cloud. D'accord, oui, donc j'utilise mon VS Code avec un plugin qui permet de voir l'environnement qui est dans le cloud. Ça veut dire qu'aussi, en termes de sécurité, ça veut dire aussi le code source reste dans l'environnement cloud et pas téléchargé sur ma machine. Il y a des possibilités d'échange de fichiers, mais en tout cas, ça Mhm. sera, oui, en tout cas, la majorité des fichiers sont sur l'environnement cloud. Ouais. Alors j'ai plein Je de sais pas questions qui encore viennent en si on termes de peut pricing, après etc. interdire. Moi, j'ai pas encore vu ça, en tout cas dans l'outil. Je sais pas si on peut interdire en fait de télécharger ces fichiers, mais en tout cas, on peut en envoyer et en récupérer. Ouais, ouais, ouais. Donc les issues, le code, les environnements de développement et le dernier, je pense, c'était les pipelines de CI ou de Alors, CD ou les deux. juste avant, Ah ouais, si vas-y, oui, on oui. peut juste un tout petit peu encore diguer sur les environnements de dev. Euh, Ensuite, j'ai parlé éventuellement de les customiser parce que finalement, on instancie son environnement de dev, on a quelque chose d'assez générique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'outils déjà Mhm. préinstallés. Moi, j'ai eu l'occasion de fouiller un petit peu. Voilà, on aura du Python, on aura du Node, on aura du Java, on aura la WSCLI, on aura du CDK. Enfin, il y a tout un tas d'outils préinstallés. Mais ensuite, l'environnement est customisable en fait. Et il repose sur un standard
qui s'appelle DevFile et qui permet en fait via un fichier YAML en fait de pouvoir décrire en fait son environnement de développement. Alors finalement, pour démystifier un peu, l'environnement de dev, c'est ni plus ni moins un conteneur qui est lancé, donc à partir d'une image. Et donc il suffit en fait finalement de packager son environnement dev dans une image Docker et ensuite de la rendre disponible par exemple sur ECR. Et là, dans mon fichier devfile qui va décrire mon environnement et sa configuration, et ben, je vais pouvoir dire, tiens, en fait, tu vas lancer un conteneur, tu vas lancer cet environnement à base de l'image Docker que j'ai fabriqué. Et tu vas pouvoir aussi avoir des handlers de commandes, c'est-à-dire en fait tu vas pouvoir t'attacher à des événements au cycle de vie de démarrage de ton environnement de développement, par exemple quand il est en train de démarrer ou une fois qu'il a démarré, tu vas pouvoir même lancer des scripts shell pour pouvoir éventuellement le customiser sur des choses encore plus spécifiques que tu ne pourrais pas éventuellement mettre dans l'image Docker. En fait, c'est de l'infrastructure as code appliquée aux environnements de développement. C'est un YAML qui décrit ton idée. Du dev environment as code, oui. Dev environment as code, j'aime bien le catchphrase. Et ce qui est génial avec ça, c'est que ça devient de plus en plus difficile de dire oui, mais ça marche sur ma machine. Parce que tu peux standardiser donc dans tes repos de code, tu vas avoir ton dev file qui va être disponible pour toi, mais aussi pour tous les autres builders du projet. Et donc, chacun va pouvoir avoir finalement le même environnement de développement. Donc, si tu as besoin d'une certaine version de Python ou de Java, plus des plugins VS Code, plus un environnement complet, là, tu vas pouvoir le créer as code. Et il n'y a plus de... voilà, ça va permettre d'aller plus vite et d'uniformiser. Et je pense qu'on parlait de l'expérience développeur. Là, potentiellement, en quelques heures, tu devrais être capable de faire ta première pull request, puisque tu dois pouvoir faire tourner le projet très simplement. Quel changement! Je me souviens quand j'étais plus jeune, que j'avais moins de cheveux blancs, c'était au tournant du siècle, j'avais dû installer un environnement de dev sur ma machine où il y avait des tonnes de librairies Netscape à l'époque, notamment pour gérer le SSL, etc. C'était 2 à 3 jours d'installation pour avoir tous les packages, toutes les dépendances, compiler les dépendances, etc. Pour essayer de pouvoir démarrer seulement, voir le code qui compile sur ma machine, rien de plus que ça. Je ne parle pas encore de le changer à ce moment-là. Ici, on parle de quelques minutes, et donc ça simplifie quand même beaucoup l'onboarding de nouveaux développeurs. Je me posais la question, et je vous l'avais posé en préparant, comment ça marche la connexion distante d'un IDE à un serveur IDE qui tourne dans Docker sous Visual Studio? Il y a un plugin, c'est ça? C'est ça. Et donc c'est Remote SSH. Et en plus de cela, l'environnement de développement ne va pas être exposé publiquement sur Internet avec le port d'écoute d'SSH. Là, c'est l'utilisation d'un mécanisme que certains connaissent bien chez Amazon, c'est l'agent SSM. Cet agent SSM, finalement, il va pouvoir établir en fait un tunnel assez malin, assez inversé, qui va à partir d'un simple plugin installé sur la machine du développeur, pouvoir effectuer la connexion au serveur distant sans qu'il ait besoin d'exposer quelconque port d'écoute. Et en plus de ça... Et on n'a pas réinventé la roue. C'est ça. On n'a pas réinventé la roue, c'est un plugin standard qui fait partie de Visual Studio Code, qui vient de Microsoft, et je suppose qu'il y a un mécanisme similaire pour les IDE de JetBrains aussi. Pour ceux que ça intéresse vraiment, il n'y a même rien à installer pour le coup, si ce n'est son IDE pour les builders, mais par contre, il y a un script... Le plugin est suffisamment bien fait pour en fait nous suggérer de la configuration qui va exécuter sur la machine locale du développeur, et ainsi il y a un petit script PowerShell par exemple dans le cadre de Windows en fait qui verra bien avoir tout le nécessaire, le fameux plugin SSM, etc. pour pouvoir faire en sorte que la connexion SSH se passe de manière hyper transparente en fait. Ouais, j'ai essayé là un tout petit peu avant d'enregistrer le podcast, c'est clic, et voilà, j'ai mon IDE qui a démarré en local avec une vue sur les fichiers en remote, le repo en remote et tout, et la seule chose que j'ai dû faire, c'est rentrer mon builder ID, mon mot de passe.
passe pour m'authentifier évidemment, mais rien de plus que ça. On vous mettra les liens évidemment, hein, s'il y a des tutos. Je suis certain que vous avez tous les deux des liens vers des vidéos, des tutoriaux à suivre pour apprendre à utiliser tout ça. Tout ça, c'est dans les notes du podcast. Vous scrollez un peu vers le bas, vous voyez les liens si vous voulez en apprendre plus. Quel est le composant dont on n'a pas encore parlé avant de parler des templates? Ah oui, le workflow. Si je veux mettre en place un workflow, est-ce que je peux réutiliser mes choses que j'ai déjà, mes GitHub Action ou mes GitLab Action? Ah, tu spoil, mais oui. Donc, non, je voilà. rêve. Je suis un doux rêveur. Je me dis, tiens, ça serait Ça serait idéal génial. si. Et honnêtement, quand je pose la question, je connais pas la réponse. Donc, Voilà. voilà. Donc ça serait génial, c'est presque même inattendu, mais bon, voilà. Donc il y a des workflows. En fait, les workflows, c'est bien pour gérer un aspect CI et CD. Déjà, les workflows, on peut les éditer de deux façons. Il y a un éditeur graphique qui permet de prendre des boîtes sur la gauche, de faire un glisser-déposer et dire cette boîte-là, je récupère mon code. Cette autre boîte-là, c'est une action. Je vais faire une action shell make par exemple. Voilà. Et puis, bien sûr, comme on est un gros fan du YAML, il y a un éditeur texte où on peut éditer son workflow en YAML. Donc, ça me rappelle un autre service qu'on a lancé qui est Application Composer, où d'un côté on a la vue YAML, où on a vu la vue graphique. On dirait que les équipes se sont parlé, ou en tout cas ont choisi des solutions similaires. Donc je compose mon workflow graphique. Voilà, alors, la première chose, c'est que donc, tu vas avoir des actions, mais tu vas aussi avoir des déclencheurs. C'est-à-dire qu'on peut le workflow peut réagir ou sur un push dans ton repo de code, ou sur une pull request. On peut filtrer juste un push dans une branche spécifique, et donc appliquer tel workflow quand on push dans la branche main, et puis tel autre quand on push, par exemple, sur un git tag. Enfin, voilà, on peut customiser ces déclencheurs. Ensuite, donc il y a les actions en elles-mêmes, et ces actions-là, oui, ça peut être, alors tu as des actions encore une fois prédéfinies qui viennent d'AWS, mais comme tu l'as mentionné, on a aussi le support des actions GitHub, donc des GitHub Actions, qu'il suffit juste de référencer, et effectivement, on va pouvoir intégrer des GitHub Actions dans ces workflows. Et ces workflows, ils s'exécutent où? Alors, ils s'exécutent, donc ça c'est entièrement managé, donc ils s'exécutent pas dans le compte qu'on a mentionné au départ là quand on configure, c'est dans une infrastructure qu'AWS gère entièrement. D'accord, et donc c'est là que c'est nécessaire d'avoir quand même un lien avec un compte AWS pour dire à un moment il faut bien déployer sur un compte AWS. Alors voilà, c'est ça, exactement. Et ça c'est un petit peu pour moi c'est pas le différenciateur, mais c'est une des grosses nouveautés, je trouve. C'est vrai que Code Catalyst est porté par quelqu'un qui s'appelle notamment Emily Freeman à AWS, mais il y a vraiment cette vue de bout en bout et cette obsession du développeur. Et là, on intègre l'aspect déploiement dans les comptes cibles. Et Vincent l'a mentionné, donc ça va être des comptes AWS qu'on va pouvoir connecter. Donc c'est cette notion d'environnement qui peut être par exemple un environnement, on peut choisir un compte AWS pour un environnement de staging, de pré-production, et puis un autre compte AWS pour un environnement de production. D'accord, je suis en train de démarrer, pendant que tu parles, je démarre l'assemblage visuel pour voir à quoi ça ressemble, etc. Des YAML. Je vois aussi qu'en compute, je dois upgrader mon compte, parce que là je sors du free tier. Tu peux expliquer ce que c'est? Alors, dans le cadre en fait, du free tier, il y a une enveloppe qui correspond à un usage gratuit. Et donc, finalement, dès lors qu'on va exécuter un job, il y a du compute qui vont être consommés. Et donc, dans le cas du free tier, par exemple, on a 2000 minutes par space qui est voilà, de build. On a 60 heures, par exemple, d'usage des environnements de dev. On a voilà, le stockage des sources à hauteur de 10 gigas. Enfin voilà, il y a une enveloppe de tout un tas d'usages qui correspond à un usage gratuit. Et si on a envie d'aller au-delà, alors à ce moment-là, on peut passer sur du standard qui finalement agrandit la taille de l'enveloppe. Et après, si même on dépasse le cadre du standard, ce qui est possible, on a possibilité après de payer les ressources à l'usage. Comme on le fait d'habitude sur AWS. C'est une des grandes logiques de ce côté-là, du côté Amazon. Ouais. Mais c'est intéressant ce free tier, parce que ça veut dire que sans carte de crédit, juste avec un builder ID, je peux avoir 2000 minutes de build par mois, c'est correct, c'est par mois, et 60 heures de dev.
Alors, sans carte de crédit, à l'exception que le compte Amazon qui sera créé, on va devoir quand même renseigner sa carte. D'accord. Mais en effet, l'usage est gratuit et donc il n'y aura pas de débit à ce niveau-là. Le compte sera pas, enfin, la carte ne sera pas débitée à hauteur de cet usage-là. De la carte de crédit. Vous avez dit quelque chose en commençant le podcast, quand on a décrit à haut niveau Code Catalyst, vous avez parlé de blueprints, et j'ai compris que ce sont des espèces de templates de projets en fonction du projet. Qu'est-ce qu'il y a comme blueprints aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en aura d'autres dans le futur ? J'espère que la réponse est oui, mais je la pose quand même. Et est-ce que, je pense aux plus grandes entreprises là, est-ce que je pourrais moi créer un blueprint pour mes équipes par exemple ? Commençons par c'est quoi un blueprint ? Alors, Qu'est-ce qu'il y a voilà, donc aujourd'hui ? c'est quoi un blueprint? Donc un blueprint amène, c'est un modèle de projet. Donc il y a 14 blueprints sur étagère à l'enregistrement du podcast. Donc ça, c'est en train d'augmenter. Déjà, là, il y a les versions des blueprints qui changent. On voit que certaines ont été, donc ils sont en version 0.2.4, ça a été modifié il y a 7 jours. Une autre version a été modifiée il y a 5 jours. Enfin voilà, c'est extrêmement actif. Et donc des blueprints, il y en a finalement pour des modèles d'application. Donc par exemple, si on veut faire de l'ETL, Extract, Transform and Load avec AWS Glue, il y a un blueprint pour ça. Si on veut faire une API, prendre une API Gateway et puis faire un service RESTful et faire des microservices, il y a un blueprint pour ça. Donc le blueprint amène donc du code, on va dire, pour démarrer le plus rapidement possible. Un schéma d'architecture dans le README qui sera intégré, le devenv, donc le devfile, pardon, qui va permettre de provisionner cet environnement de développement, et puis le workflow qui pour faire de la CI et de la CD. Et notamment, on voit assez souvent dans les blueprints des workflows qui intègrent d'autres outils comme Trivy, qui vont nous faire une analyse de vulnérabilité de notre code, qui va aussi générer des rapports de tests. Donc, on n'a pas parlé aussi de cet aspect test, mais les tests automatiques, je ne sais pas exactement combien de formats sont supportés, mais en tout cas, JUnit en est un, mais il y en a d'autres, vont créer des rapports de tests et vont être visibles. Donc, on va voir exactement les vulnérabilités que j'ai, et puis peut-être pour des tests unitaires que j'aurais codés, si je suis à 100% en past, et puis ma couverture de code et d'autres choses comme ça. Ouais. Sachant que j'aimerais rajouter aussi les blueprints, enfin, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui devient un sujet de discussion, en fait. Alors, pas forcément étonnamment dans des petites structures, parce qu'ils attendent justement de grossir, en fait, pour commencer à voir ces sujets apparaître sur la table. Mais dans les grosses structures, justement, c'est ce principe de pattern, en fait. C'est comment suggérer à tout un tas d'équipes distribuées et autonomes, comment leur suggérer la bonne façon de faire, parce que c'est aussi ça, on va en parler un peu plus tard, aussi l'une des raisons de Code Catalyst avec le fait d'aller à l'essentiel et de fédérer, c'est de rendre les choses moins complexes, parce que AWS, c'est tout un tas de briques de Lego qu'on peut assembler entre elles et faire quelque chose de plus puissant, mais à mesure que cette boîte de Lego devient de plus en plus grande, ça peut sembler plus compliqué à démarrer, et donc les blueprints, au même titre que Catalyst, vient simplifier, guider et orienter en fait les équipes sur des bonnes façons de faire en fait pour les types d'applications qu'a évoqué Olivier, des architectures 3 tiers, des choses plutôt orientées data analytics, du pur serverless ou du conteneur. Oui, je suis en train de les regarder, c'est vraiment comme des templates, ça contient le code, mais également les workflows, etc., prédéfinis, donc c'est un excellent point de départ pour pouvoir démarrer super rapidement. Question qui fâche, et enfin je connais partiellement la réponse, c'est est-ce que je peux créer mon propre blueprint pour mes équipes pour le moment ? Je ne sais pas si ça fâche, mais c'est vrai que aujourd'hui, voilà, il y en a 14. On travaille à en rajouter d'autres. Et puis, bien sûr, c'est forcément une demande client. Et tu sais qu'on écoute beaucoup nos clients, mais effectivement, pouvoir créer ses propres blueprints, c'est quelque chose qui est demandé. C'est aussi pour ça que le service est en preview pour le moment, c'est pour collecter ce genre de feedback, et ça fait partie des choses qu'on pourrait rajouter très probablement dans les mois qui viennent, ou en tout cas avant le JA. Et si on regarde, quelque chose qui est intéressant, c'est que ces blueprints sont provisionnés grâce à un projet qui s'appelle open source, qui s'appelle Progen. Si vous êtes connecté et vous connaissez CDK, vous avez peut-être entendu parler de Progen.
Donc, en tout cas, c'est un projet, c'est un outil open source qui permet c'est un templater pour instancier des projets. Et donc, vous pouvez utiliser Progen pour plein d'autres choses vous-même, hein, si vous voulez créer vos propres modèles de projet. Mais voilà, il faut savoir que les blueprints tournent un petit peu autour de Progen. Des choses qui viennent backer en fait des choses comme CDK init par exemple. Quand on veut initialiser un projet, en fait c'est cette techno-là qui est derrière parce que avec Progen on a créé un projet Progen qui vise à générer le squelette de projet, par exemple d'un projet CDK ou même d'autres choses, hein, parce que on peut faire le squelette d'un projet TypeScript ou d'un projet Java ou Python. Ou même des fois web, c'est-à-dire avec par exemple du Vue.js ou du Angular ou React. Enfin voilà. Donc c'est vraiment un outil qui vient fournir un moyen de modéliser, de développer ces squelettes de projet. Attention, Progen avec un J, pas Progen avec un G, parce que de nouveau, pendant que vous parlez, je suis en train de chercher sur Internet, etc., pour trouver les liens à rajouter dans les notes du podcast. Il y a aussi un Progen qui ressemble un peu, mais qui est moins bien documenté avec un G. Donc c'est un outil open source de génération de projets, qui n'est pas un produit Amazon, hein, c'est un produit first party, on est d'accord là-dessus, mais donc c'est la technologie qui est utilisée pour les templates, si je vous ai bien suivi. On a parlé de comment commencer, à qui ça s'adresse, comment ça marche. On a été dans les grandes boîtes que sont l'issue management, le code repository, les codes repository, les workflows, les environnements de dev. On a parlé de ce concept d'identité qui est un peu nouveau, en tout cas sur AWS, l'identité attachée à la personne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quelle est la question que je ne vous ai pas posée, que j'aurais dû? On a parlé donc de GitHub Action. Est-ce que, par exemple, on a possibilité de réutiliser ces actions? Alors, la réponse est oui. Par contre, ce qui peut paraître confus, c'est que ce ne sont pas des GitHub Actions qui vont s'exécuter sur GitHub. Ce sont des actions, en fait, qu'on va pouvoir récupérer depuis la marketplace de GitHub et pouvoir les intégrer à l'exécution du pipeline dans Code Catalyst. Ce qui évite finalement, parce que on a bien conscience que comme c'est un nouvel outil qu'on propose, forcément, il va falloir éventuellement recréer tout un petit peu les mécaniques dont on utilisait avant, qu'on peut voir sur GitHub ou GitLab ou autre, ou même qu'on a mis du temps à développer, par exemple, dans une solution existante qu'on avait chez nous, dans notre système d'information, à base de Jenkins ou autre. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir prendre dans une marketplace en fait des mécaniques qui ont déjà été pré-développées et qui peuvent résoudre des problématiques comme l'a mentionné Olivier, soit de faire un déploiement quelque part, même pas nécessairement dans un compte Amazon, ou pouvoir faire une analyse de code, une analyse statique de code pour des vulnérabilités, pour pouvoir récupérer éventuellement aussi des credentials de manière sécurisée depuis un vault qui n'est pas forcément dans Amazon non plus. Enfin voilà, donc c'est vraiment pouvoir aller piocher dans la marketplace de GitHub des briques, des abstractions qui servent à la CI/CD sans avoir à les redévelopper. Donc ça semble le bon outil pour pouvoir démarrer rapidement, essayer de bootstrapper, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais j'en trouve pas de meilleur, un nouveau projet. Quels seraient les bloqueurs? C'est un outil en preview, hein, forcément. Il y a quelques mois, à l'heure où on enregistre ce podcast, on l'a publié en preview pour collecter votre feedback avant qu'il soit plus tard GA, comme on dit chez nous, donc Generally Available, disponible pour tout le monde. Qu'est-ce qui ferait... En fait, j'ai pas envie de donner à quelqu'un qui nous écoute l'envie de démarrer pour qu'il se prenne un mur dans 2 jours. Donc, autant connaître les bloqueurs d'abord. Qu'est-ce qui ferait que c'est pas le bon outil pour moi? Quelles sont les grosses pièces qui manquent pour le moment? En étant bien clair, c'est du preview, donc c'est pas parce que ça manque pour le moment que ça manquera au moment du GA. Mais là, maintenant, quels sont les cas où c'est pas recommandé? Ouais, pour moi, je peux mentionner 2 points, notamment par rapport aux clients que l'on aide à fonctionner. Peut-être que je pense que le premier point, c'est l'aspect possible avec l'intégration d'un SSO, enfin IAM Identity Center. C'est-à-dire que peut-être en tant qu'une entreprise, on veut quand même connecter les gens et les authentifier par rapport à mon Enterprise Directory. Ça, c'est aujourd'hui un point qui manque. Et puis le deuxième point. Donc aujourd'hui, l'identité, je le redis, c'est uniquement les Builder ID, c'est ça? Il n'y a pas de SSO avec d'autres systèmes. Ok, d'accord. Et puis un autre point. Et l'autre point,
c'est que, donc, on a mentionné qu'on peut avoir des dev-env, on a mentionné qu'on peut faire des déploiements. Les environnements de développement aujourd'hui ne peuvent pas tourner dans ton VPC. Donc, si tu as un environnement de développement qui a besoin de faire des tests et puis de te connecter à ta base RDS, voilà, ou des choses qui sont privées et dans ton environnement VPC, ça va pas être faisable. Après, c'est pour les environnements de développement, donc c'est pas forcément un bloqueur. Code Catalyst, un nouveau service qui était annoncé à reInvent 2022, novembre-décembre 2022, que vous pouvez essayer à partir de codecatalyst.aws en créant votre Builder ID, votre nouvelle identité détachée de compte AWS, comme on l'a expliqué, comme vous l'avez expliqué très bien tous les deux pendant ce podcast. Merci Olivier, merci Vincent de nous avoir fait le tour du propriétaire, montré les pièces qui sont là, d'avoir été honnête aussi en disant attention, la peinture n'est pas tout à fait sèche pour le moment, mais c'est pour ça que le service a été réalisé, c'est justement pour collecter vos feedbacks et que vous puissiez commencer à l'utiliser et nous faire part des choses qui sont importantes pour vous avant qu'ils deviennent disponibles pour tout le monde, GA comme on dit dans notre jargon. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, quoi que vous codiez, avec Code Catalyst, codez-le bien.